Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. L'armée malienne aura demain 64 ans, 20 janvier 2025, une journée d'hommage et de reconnaissance des sacrifices consentis par la sentinelle du pays. Le 34e régiment du génie militaire abrite une cérémonie de prise d'armes. Le ministre en charge de la Défense était hier sur place pour s'enquérir de l'état des préparatifs du défilé. C'est un cadeau du 20 janvier 2025. Le nouveau camp de Bougouni ouvre ses portes. L'infrastructure doit accueillir le 82e régiment blindé. Un effort de plus dans la sécurisation de la population du Bani Monotier. Un fait rare, les chantiers de la maison de la justice de Mopti se terminent avant le délai contractuel avec une qualité assurée. Les travaux ont coûté près d'1 milliard de francs CFA. Les gardes des Sceaux étaient sur le site. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est retardé. L'État hébreu conditionne son entrée en vigueur à la publication d'une liste d'otages qui doivent être libérés dans la journée. Et l'armée israélienne poursuit ses attaques dans la bande de Gaza. Donald Trump prête serment demain 20 janvier pour devenir le 47e président des États-Unis. Il a promis de se mettre au travail dès le premier jour de sa prise de fonction. Sécurité et économie figurent parmi ses priorités. En sport, la Ligue de Bamako rafle tous les trophées de la compétition Open d'escrime de Koutchala. En compétition africaine des clubs, le stade malien de Bamako reçoit ce soir Deportivo Lunda Soul d'Angola en Coupe CAF. Un match de prestige pour les Blancs de Bamako déjà éliminés. Dans le rendez-vous hebdomadaire de la santé, focus sur l'impact de la dengue sur les femmes enceintes, notamment des fausses couches et des accouchements prématurés. Cette infection d'origine virale n'a pas de traitement approprié. On vous donne des détails en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Demain, 20 janvier, l'armée malienne célèbre les 64 ans de sa création. L'événement sera marqué par une prise d'armes au génie militaire sous la présidence du chef suprême des armées. Cette année, une belle surprise attend les Maliens selon le ministre en charge de la Défense. Le général Sadio Kamara était hier au 34e régiment pour s'assurer des préparatifs et donner des dernières instructions pour la réussite de l'activité. Sur ses pas, notre reporter Abdul Karim Kaba. Les préparatifs du défilé pour la célébration du 64e anniversaire de la création de l'armée malienne vont bon train à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Le constat est fait par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de corps d'armée, Sadio Kamara, était sur place pour donner des directives afin que tout soit au point le jour J. Pour l'exercice proprement dit, le directeur du protocole de la République assure le rôle du président de la transition. Le temps de cet exercice de préparation du défilé du 20 janvier. Dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des disparus, salut du drapeau, la revue des troupes et le défilé peut commencer. Pour le 64e anniversaire, des surprises attendent les Maliens. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes venus dérouler le dernier exercice, voir si les mouvements, la chronologie des passages sont respectés. Nous avons pu nous rendre compte que nous sommes pratiquement prêts. Il y a juste des détails à corriger. Nous avons donné des instructions allant dans ce sens. Pour la prise d'armes à la place du 34e régiment du génie militaire, le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Koné et ses hommes entendent tout mettre en œuvre pour que ce défilé soit une réussite afin d'offrir à l'ensemble des Maliens une parade digne de ce nom. Oui, une parade à laquelle vont participer les différentes unités de l'armée, unités engagées dans la lutte contre les groupes terroristes. Une lutte qui connaîtra une intensification avec l'inauguration du nouveau camp de Bougouni. L'infrastructure doit accueillir le 82e régiment blindé, de quoi sécuriser davantage la population de la capitale du Bani Monotier. Le ruban symbolique du nouveau camp est coupé sous l'œil de notre reporter Abdoulaye Sakou. L'un des plus grands camps du Mali ouvre ses portes à Bougouni. L'infrastructure militaire trône majestueusement sur une superficie de 752 hectares, soit plus de 7 km². La bâtisse est implantée au bord de la route nationale numéro 7. Ce joyau est doté d'équipements sophistiqués
capable de répondre au contexte actuel. Le général de brigade Ousmane Ouelé, gouverneur de la région de Bougouni. Ce projet structurant répond à un vœu ardent exprimé par les populations de Bougouni. Il est aussi un témoignage éloquent à l'endroit des filles et fils de ces terroirs qui ont servi et qui continuent de servir sous les drapeaux nationaux dans la défense opérationnelle du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Cette nouvelle caserne de Bougouni est composée de postes de commandement, de zones de vie, de magasins d'armes, de hangars pour les blindés, de réseaux d'adduction d'eau, d'éclairage public et des systèmes de sécurité très avancés. Le général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. En perspective, ce camp abritera un centre de formation, d'entraînement tactique et d'agressement des unités de l'arme blindée et de cavalerie. Ainsi, il sera le point d'entrée dans un futur proche de tous les cavaliers de l'armée de terre. Les menaces terroristes qui planent sur notre espace requièrent un maillage sécuritaire conséquent. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le camp abritera le 82e régiment blindé de l'armée de terre. Une nation forte se construit sur sa mémoire et son histoire. Un peuple fort vit et se nourrit de sa culture. Et un État fort s'adosse à son armée. La montée en puissance de notre armée, gardienne de notre indépendance, n'est pas un vain mot. Elle se traduit par le renforcement de l'effectif, de l'acquisition d'équipements de dernière génération et un meilleur maillage territorial. Nul doute que notre armée, socle de la souveraineté du Mali, signe son renouveau. Les habitants de la région de Bougouni ont exprimé leur gratitude envers les autorités de la transition à travers leur riche savoir-faire. Oui, savoir-faire traditionnel et culturel. Autre population qui exprime sa gratitude aux autorités de la transition, c'est celle de la région de Mopti. Dans la Venise malienne, les gardes des Sceaux ont le sourire large. Le chantier de la maison de la justice est achevé avant les délais contractuels de 6 mois et offre toutes les communautés aux futurs occupants. Coût de l'investissement près d'1 milliard de francs CFA. Le chef du département de la justice en a fait le constat au cours d'une visite sur le terrain. Mais avant, il était sous les installations d'une autre structure clé selon Oumar Maïga qui nous appelle de Mopti. La première étape a conduit le ministre Kassogué à l'antenne du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Justice et l'Union européenne à travers Civipol. Donc cela a permis de réaliser une très belle infrastructure avec un niveau de sécurité très adéquat, donc qui va permettre au pôle judiciaire spécialisé de déployer ces éléments, tant de la brigade que des composantes chargées de la poursuite et de l'instruction. Amadou Bokar Touré, procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Nous avons une compétence nationale, et ce qui fait qu'une antenne a été jugé utile d'être installée à Mopti. C'est la toute première antenne et l'installation sera progressive. Il est prévu aussi d'installer d'autres antennes à Ségou et dans d'autres régions du pays. La seconde étape a concerné la maison justice à Mopti. Ici, le délai contractuel est respecté. L'infrastructure offre plusieurs commodités. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Une maison justice qui est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Justice et ECAP Sahel Mali, ECAP qui est financé par l'Union européenne. Il faut dire que ce projet a été réalisé dans un temps record. Donc pour une infrastructure d'une telle envergure qui emporte un financement de près de 1 milliard de francs CFA, la réalisation a été faite en 6 mois. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes venus constater la fin des travaux avant même l'écoulement du délai contractuel. Stéphano Tomat, commandant des opérations civiles de l'Union européenne. C'est un investissement important de l'Union européenne et de UCAP Sahel pour soutenir la justice dans les centres du Mali, pour permettre qu'il y a des juges qui peuvent opérer en sécurité, mais en même temps d'une façon efficace. L'opérationnalisation et l'inauguration du pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme et de la criminalité transnationale organisée et la réalisation de la maison de justice à Mopti vont rapprocher la justice des justiciables et permettre au cadre de la justice d'être performant dans un cadre de travail adéquat
à l'ère des réformes de la justice. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Tebsuge pour l'ORTM. Sur la scène internationale, l'Afrique subsaharienne connaît une accélération de sa croissance qui passe de 2,9% en 2023 à 3,2% en 2024. C'est ce qui ressort du rapport de prévision de la Banque mondiale sur l'économie publié jeudi. Plusieurs indicateurs économiques se sont améliorés sur un an sur fond du reflux d'inflation et d'assouplissement des conditions financières, note le rapport. Au Nigeria, c'est une nouvelle hécatombe qui implique encore un camion-citerne. Au moins 70 personnes sont mortes hier dans l'explosion d'un poids lourd transportant du carburant entre la ville de Kaduna et la capitale fédérale Abuja. Le contenu de la cuve s'est déversé sous le sol. C'est en voulant transférer l'essence dans un autre camion-citerne que le liquide est entré en contact avec un groupe électrogène. Le carburant a immédiatement pris feu et provoqué l'explosion du véhicule accidenté, emportant avec lui les camions de secours et des dizaines de personnes qui s'étaient précipitées sur le précieux liquide répandu au sol afin d'en récupérer le plus possible. En République démocratique du Congo, grand oral hier du président Félix Tshisekedi face aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Le président congolais demande aux pays occidentaux de passer du discours aux actes en sanctionnant le Rwanda qui soutient selon lui le groupe armé du M23 qui contrôle une partie de la province du Nord Kivu. La RDC ne demande pas de l'aide, elle exige une solidarité juste et équitable fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux, plaide le président Tshisekedi. Au Soudan du Sud, le gouvernement instaure un couvre-feu national de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube, une décision qui fait suite à une série de violences contre des commerces gérés par des ressortissants soudanais. À Djouba, la capitale, plusieurs magasins ont été pillés. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n'est pas entré en vigueur ce dimanche, disons pour l'instant. Israël a prévenu que la trêve ne commencera pas tant que le Hamas n'aura pas transmis une liste d'otages devant être libérés dans la journée. De son côté, le Hamas évoque des problèmes techniques. En attendant, l'armée israélienne continue de mener des attaques dans la bande de Gaza. Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase étalée sur 6 semaines. En échange, Israël va libérer 737 prisonniers palestiniens. 95 détenus palestiniens doivent être libérés ce dimanche contre 3 otages israéliens. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump prête serment demain 20 janvier pour devenir le 47e président américain. Il a promis de se mettre au travail dès le premier jour de sa prise de fonction. Parmi ses priorités, la sécurité. Le président Trump veut serrer la vis migratoire en lançant la plus grande expulsion des clandestins de l'histoire des États-Unis. Au plan économique, il plaide pour une réduction de l'impôt sur les sociétés de 35% à 20%, voire 10%, la détaxation des pourboires ainsi que de larges crédits d'impôt aux industriels. AES Actualité. Dans la page AES de cette édition, nous partons d'abord au Burkina Faso où le gouvernement et ses partenaires vont débloquer cette année environ 500 milliards de francs CFA pour venir en aide à plus de 9 millions de personnes. Des chiffres révélés au cours de la 17e session ordinaire du Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation. La session met également l'accent sur l'accélération de la mise en œuvre des solutions endogènes pour une résilience durable. D'autres précisions avec Brice Kientega de Radio Burkina. La 17e session ordinaire du CONASUR vise à terme la facilitation du dialogue inclusif en vue de relever les défis liés à la prévention et à la gestion des catastrophes et des crises humanitaires au Burkina, précise la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Carole Flores Mirinziak. Le gouvernement s'est engagé dans ce plan à apporter une aide d'urgence à 5,9 millions de personnes cette année. La communauté humanitaire, sous mon leadership et ma coordination, on s'engage à apporter une aide d'urgence à 3,7 millions de personnes parmi les 9,5 millions qui sont ciblés, ce qui nécessitera une enveloppe budgétaire de 792 millions de dollars américains. Donc cette année, de concert avec le gouvernement, nous allons mettre l'accent sur 3 aspects. Le premier, c'est la localisation, c'est-à-dire travailler beaucoup plus avec les structures nationales, locales, régionales. Deuxième, nous allons prioriser la protection des populations en regardant surtout la situation des femmes et des enfants qui représentent entre 55 et 58% des populations déplacées. Et troisièmement, nous allons essayer, en apportant une aide d'urgence,
aller au-delà pour favoriser le relèvement. L'état de mise en œuvre des recommandations de la 16e session et de la session extraordinaire du CONASUR et la formulation des recommandations seront faites au cours des échanges. Le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Pélagie Cabré. Pour ces personnes retournées, c'est des solutions endogènes que nous allons trouver pour leur permettre de pouvoir faire de l'autoproduction, créer un certain nombre d'activités génératrices de revenus pour pouvoir s'autonomiser et se passer de l'aide. Parce que personne ne voudrait vivre éternellement sous l'assistance humanitaire. Les travaux permettront aussi l'examen et l'adoption du plan de réponse humanitaire 2025 et la présentation du standard de prise en charge de PDI et de personnes vulnérables de communautés d'accueil, ainsi que le rapport d'évaluation des besoins multisectoriels des personnes retournées dans leur localité d'origine. Au Niger voisin, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur mission de sécurisation et de contrôle du territoire national. Du 12 au 16 janvier dernier, elles ont mis la main sur plusieurs terroristes ou leurs complices. Des armes, des vivres et de l'argent ont également été saisis. C'est ce qui ressort du bulletin d'information des opérations de l'armée que nous détaille Jocelyne Amousso de la Voix du Sahel. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, grâce à des informations issues des services spécialisés, les agents de la brigade d'Ayoru ont procédé à l'arrestation de 2 complices actifs impliqués dans des réseaux criminels. Ces 2 individus, logisticiens de l'EIGS, étaient chargés d'assurer l'approvisionnement des membres du groupe sur différents marchés de la région. D'après les renseignements recueillis, ils collaboraient étroitement avec le chef, un certain Baye Adel, qui les aurait récompensés en leur offrant un pistolet automatique pour leur service. Lors de leur interpellation, les forces de sécurité ont découvert en leur possession une somme de 7 212 000 francs CFA, un bœuf volé et divers matériels. Ils ont été mis à la disposition des services compétents pour la suite de la procédure. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, à la suite d'une dénonciation anonyme, une opération menée au marché de Kokorou a permis l'arrestation, le 12 janvier, d'un complice des groupes armés criminels déjà bien connus des services de renseignement. Cet individu est identifié pour sa collaboration avec Oumar Gaya, un criminel activement recherché, opérant dans les zones de Moma, Taratakou, Lemdou, Amarsingue et dans la région des 3 frontières. Il serait responsable de la vente sur les marchés locaux du bétail volé au Burkina Faso. Lors de son arrestation, une fouille corporelle a révélé qu'il était en possession d'une arme blanche, d'une somme d'argent et de divers objets de valeur. Le lendemain, aux environs de 12h30, 2 engins explosifs improvisés à plaque à pression ont été découverts à proximité de l'usine SML de Samira. Après une évaluation rapide de la situation, une opération de destruction contrôlée a été menée avec succès par une équipe d'intervention du génie militaire. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, grâce à l'exploitation des renseignements concordants, la patrouille fluviale des forces de défense et de sécurité a intercepté à Bumba une pirogue en provenance de Malanville. À son bord se trouvait une grande quantité de logistique et 4 individus identifiés comme des complices impliqués dans le ravitaillement de criminels opérant dans le parc W et activement recherchés par les autorités. La dite cargaison, composée d'environ 13 bidons de 25 litres d'essence, a été saisie et la pirogue a été détruite pour neutraliser tout soutien logistique futur. Les vivres appartenant aux suspects ont également été confisqués. Les individus interpellés ont été remis à la gendarmerie de Falmey où ils devront répondre de leurs actes. Au menu de la page sport, Open d'escrime de Koutchala 2025, la Ligue de Bamako rafle tous les trophées. En compétition africaine de clubs, nous sommes en football. Coupe CAF, le stade malien de Bamako, déjà éliminé, reçoit ce soir Deportivo Lunda Sul Dangoula. En Ligue des Champions, le Djoliba hors course a perdu hier sa dernière rencontre de poule en Égypte. On en sait plus dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature d'Isaac Tchenou. On commence par le football. Coupe de la CAF. Le stade malien de Bamako recevra en début de soirée Deportivo Lunasul d'Angola au compte de la 6e et dernière journée de groupe. Le stade malien de Bamako veut tout donner pour terminer cette phase en beauté et faire plaisir au public sportif. Dada Kone a assisté à l'un des derniers entraînements de l'équipe. Stade malien de Bamako, Deportivo Lunda Sul d'Angola se présente comme un match gala avec un enjeu pas comme les autres. Les Blancs de Bamako, dirigés par Mamoudou Kane, corrigent les défaillances du groupe. Des exercices devant les buts dans lesquels les défenseurs empêchent les attaquants de faire trembler les filets.
toutes choses qui leur seront utiles lors de ce match sans enjeu majeur. Mamadou Kane, entraîneur du Stade malien de Bamako. C'est ce match qui est le plus important aujourd'hui. Après tous ces matchs-là, comme on est éliminé, par votre micro, j'ai dit qu'on a échoué parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait. Donc on a échoué. Mais aujourd'hui, le match qui va se jouer le dimanche, il faut que les joueurs eux-mêmes aient les ressources. Ça, ce n'est pas les coachs, ça, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas les supporters. Pour se dire qu'aujourd'hui, ce match, il nous faut gagner pour avoir cette troisième place. Ce match pourrait offrir un spectacle agréable, même si les deux équipes sont déjà hors course pour le prochain tour. Cette rencontre du groupe B est prévue pour ce dimanche à 19h au stade du 26 mars de Irimadjo. En Ligue des Champions, hier, le Djoliba a lourdement chuté en Égypte face à Pyramide FC 6-0. L'histoire retiendra que le Djoliba n'a pas réussi à marquer le moindre but lors de sa première participation dans la phase de poule de la Ligue des Champions, et encore moins une victoire. Open d'escrime de Koutiala 2025, la Ligue de Bamako à l'honneur. L'Open d'escrime de Koutiala 2025 a une fois de plus mis en lumière le talent et la détermination des escrimeurs maliens. La Ligue de Bamako s'est illustrée en raflant tous les trophées signifiant ainsi sa domination sur l'escrime national. Suivant le compte rendu de notre envoyé spécial, Famour Dourté. La Ligue de Bamako a dominé la 7e édition de l'Open épée en escrime à Koutiala. La finale féminine a vu s'affronter deux athlètes d'exception. Alima Dambélé de Bamako, plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Mali, la grande favorite de la compétition, et Aminata Diarra de Koutiala, elle-même plusieurs fois finaliste. L'opposition de ces deux prodiges a promis un combat acharné et celle-ci a répondu aux attentes. Après un affrontement intense, Alima Dambélé s'est imposée, réalisant 15 touches contre 12. Ce résultat témoigne non seulement de son expérience, mais aussi de sa capacité à gérer la pression lors des moments décisifs. Alima continue ainsi à écrire sa légende dans l'escrime malienne. Du côté des hommes, on a assisté à une finale inédite entre Souleymane Djiré de Bamako et Sungalo Koulibaly de Koutiala. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore remporté de titre dans ce tournoi, l'issue de leur confrontation a été palpitante. Souleymane Djiré a fait preuve de résilience et d'habileté, remportant la rencontre avec un score de 6 touches à 4 après 3 rounds de 3 minutes chacun. Ce succès est le fruit d'un parcours déjà prometteur puisqu'il avait atteint les demi-finales lors de l'édition précédente. Souleymane Djiré, champion de l'Open épée 2025 de Koutiala. J'ai un sentiment de joie et de reconnaissance envers mes maîtres qui m'ont formé jusqu'à aujourd'hui parce que toute formation commence par une base. Quand je suis appelé champion aujourd'hui, c'est à travers ce que mes maîtres m'ont fourni comme leçon. Donc je les remercie beaucoup. Les troisièmes ex-aequo, les deuxièmes et les champions ont été tous récompensés. L'Open de Koutiala a également veillé à reconnaître l'effort de tous les participants, soulignant l'importance de la compétition et l'encouragement à persévérer pour les futures éditions. Abdelouahab Zoroumé, président de la Fédération malienne d'escrime. Ça s'est très bien passé, même si Bamako a raflé la mise, Koutiala n'a pas démérité. Ce que moi je retiens, c'est le substrat de tout ça. Le côté sportif, tout ce qui a été mis en place, et je vois qu'il y a de l'engouement et il y a aussi une certaine progression de point de vue technique au niveau de l'escrime. Et alors je me satisfais absolument de ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il faut absolument continuer à travailler pour améliorer. L'Open épée 2025 de Koutiala a été rehaussé par des démonstrations d'autres disciplines sportives telles que le bras de fer sportif, le kung-fu et le basketball. Ces activités ont permis de diversifier le programme et d'attirer un public varié, témoignant de l'engouement pour le sport à Koutiala. Et au-delà, Koutiala, Famourou Djourté pour l'ORTM. On ne termine pas du handball pour dire que la Coupe du monde de handball se poursuit. Cet après-midi, 2 pays africains sont à l'honneur. La Guinée-Conakry jouera contre Macédoine du Nord et l'Égypte accueillera la Croatie. Focus Santé. Dans le rendez-vous hebdomadaire de la santé, on parle aujourd'hui de l'impact de la dengue sur les femmes enceintes, des fausses couches au décès du fœtus en passant par des accouchements prématurés ou encore le saignement. Cette infection d'origine virale constitue donc une sérieuse menace pour une femme enceinte. Malheureusement, elle n'a pas de traitement approprié. Seulement, les symptômes de la maladie sont soignés. C'est pourquoi une attention particulière doit être accordée aux mesures de prévention selon les médecins. Explications et conseils dans le Focus Santé, signé Koumba Sissi. La dengue est une maladie transmise à l'homme à travers la piqûre des moustiques Aedes. Dès la contamination, ces symptômes persistent pendant plusieurs jours. Drissa Kariba Konaté, gynécologue. Les symptômes de la dengue sont une très forte fièvre, des maux de tête très intenses, des nausées, souvent même des vomissements, des courbatures
et souvent des saignements. Cette infection d'origine virale agit négativement sur la santé de la femme enceinte et de son futur bébé, car les deux sujets sont visés par des complications. Chez la femme enceinte, la dengue peut causer d'autres problèmes comme des fausses couches au premier trimestre, des morts fœtales in utero, des accouchements prématurés, des naissances de bébés de petits pois. En cas de dengue, nous avons généralement une chute de taux de plaquettes, ce qui favorise une hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire après l'accouchement, les femmes se mettent à saigner. La dengue et le paludisme sont deux maladies qui ont presque les mêmes signes cliniques. Ce qu'il faut retenir, la première est virale et la seconde est une infection parasitaire. Drissa Kariba Konati. La forte fièvre on rencontre et en cas de dengue et en cas de paludisme. Également les courbatures, les nausées, vomissements. On rencontre tout ça dans les deux cas. Le seul moyen de différencier les deux diagnostics, c'est vraiment les examens biologiques. Donc on fait un test biologique à la dengue et le test, la goutte épaisse, pour voir si la personne souffre d'un palu ou de la dengue. La dengue n'a pas de traitement approprié. Le médecin ne soigne que les symptômes de la maladie. L'adoption des mesures de prévention joue également un grand rôle dans la diminution de la chaîne de transmission. Drissa Kariba Konate, gynécologue. Le traitement va seulement concerner la prise en charge des symptômes de la dengue. Il s'agit généralement de paracétamol en perfusion pour atténuer les douleurs, les céphalées et puis les courbatures. Mais par contre, on va beaucoup éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire comme les Brufen, parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent accroître le risque d'hémorragie. À la suite des hémorragies, il peut y avoir une chute de la tension qui va provoquer un choc et une perte de connaissance. C'est la raison pour laquelle, dans les cas sévères de dengue, on préfère les hospitaliser pour mieux les surveiller. Pour éviter tout ça, le traitement est d'abord préventif. C'est d'éviter les stagnations d'eau qui vont favoriser la prolifération des virus. Donc on appelle ça la lutte antivectorielle. Également, demander à la femme enceinte de se protéger, de porter des habits qui protègent et également de se coucher sous moustiquaire. En cas de maux de tête, de courbatures, de nausées ou de saignements qui persistent pendant des jours, la femme enceinte doit se faire consulter pour éviter des complications qui peuvent arriver pendant la grossesse ou après l'accouchement. Ce numéro du Focus Santé met un terme à cette première édition de Mali Actualité. Mais avant de nous séparer, retenez la principale information. Demain, 20 janvier, l'armée malienne célèbre les 64 ans de sa création. L'événement sera marqué par une prise d'armes au génie militaire sous la présidence du chef suprême des armées. Cette année, une belle surprise attend les Maliens selon le ministre en charge de la Défense. En raison de l'adresse du président de la transition à la nation à la veille de cette fête de l'armée, l'édition de 19h30 de ce dimanche vous sera proposée à 20h. Ainsi prend fin la présente qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à vous où que vous soyez.